Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Romuald. Bonjour Bart. Bienvenue sur Séoul Connect et merci de m'accorder un petit peu de ton temps pour cet épisode. Non, avec plaisir. Eh bien, allons-y alors. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes en quelques phrases. D'accord. Donc, je m'appelle Romuald Pieters. Je vis à Séoul depuis 12 ans maintenant, enfin en Corée du Sud. Je suis arrivé à Busan, je suis resté 2 ans, donc 10 ans à Séoul. Et avec deux amis, j'ai monté une boîte de charcuterie il y a maintenant 8 ans. Quand on est arrivé en Corée, si tu veux, il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de charcuterie, il y avait très peu de nourriture française disponible dans les magasins. Et c'était un vrai manque. Donc, on a vu l'opportunité, enfin le manque d'abord et l'opportunité. Donc, on a décidé de créer une société de charcuterie. Qui s'appelle France Gourmet. France Gourmet, donc je pense que beaucoup d'expats connaissent, puisqu'effectivement, vous êtes quasiment les seuls dans cette activité, c'est ça? Français, oui. En français, Alors non, oui. il y a restaurants, bon, il y a des restaurants qui font. Et on a été les premiers à vraiment faire de la charcuterie artisanale en Corée. Et maintenant, il y a une certaine mode. Donc, il y a plusieurs personnes qui s'y sont mises. Voilà. D'accord. Et en charcuterie, donc vous faites du jambon, vous faites quel type de charcuterie précisément? Alors, nous faisons toute la charcuterie traditionnelle française. Notre particularité, c'est qu'on fait les recettes sont authentiques, hein, et on fait ça avec de la viande fraîche coréenne. J'ai essayé de trouver de la viande de qualité. Alors, j'ai cherché du bio, mais il n'y en avait pas tellement. Donc, on est sur une viande sans antibiotiques, animal welfare. Et pour certains produits, je prends le cochon noir de Jeju. Alors, D'accord. Jeju, c'est un peu, pour expliquer, Jeju, c'est un peu la Corse de la Corée. C'est une petite île qui est au sud. Et ils ont aussi leur race de cochon noir petit qui est normalement de meilleure qualité. D'accord, ok. Et vous vendez aussi d'autres produits, hein, donc on peut trouver des fromages, quoi d'autre? J'ai un partenariat avec une petite usine qui me fait un fromage qu'on a appelé la Tome de Corée, et on vend d'autres fromages importés. D'accord. Donc la clientèle, ce sont des individuels, mais c'est aussi beaucoup des collectivités? Oui, maintenant on est à 40%. Bah, je vais te faire tout le processus, comment c'est passé. Donc après la création, on vendait principalement aux Français. Hein, on vendait à 80% dans les premières années à la communauté française. C'est vraiment elle qui nous a fait survivre, qui nous a permis de se développer. Pendant ce temps-là, mes associés sont partis. Donc après 2 ans de boîte, je suis resté tout seul. Alors d'accord, alors ouais, ce que je te propose, c'est carrément, on repart du départ. Donc tu crées la boîte, vous créez la boîte à trois associés, donc sur l'idée que ce sont des produits qui n'existent pas, qu'on n'arrive pas à trouver en Corée, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. Et Et charcutier. Si tu veux, au début, moi, je faisais du fromage. Je faisais du fromage parce que ça me manquait. Et j'ai trouvé un charcutier. J'ai trouvé une personne qui faisait des saucisses et des rillettes et qui vendait ça à la communauté française. Donc, j'ai été le voir. Ses produits étaient très bons. Et je lui ai dit, bah, écoute, on n'a qu'à faire quelque chose de sérieux. On fait une usine ou un magasin et on fait fromage, saucisson. Voilà, plus qu'à trouver un importateur de vin et puis on a gagné. c'était un Français, Et lui. c'était un Français, ouais. Donc, sa D'accord. femme travaillait. Il était là comme époux d'expat. Là-dessus, il y a eu un chef qui s'est joint au projet là dans les premiers mois. Donc on était trois. Donc on avait vraiment l'ensemble. Moi j'étais ingénieur agro, fromage, charcuterie et le chef qui importait du vin pour le traiteur.
Donc, on est parti comme ça, on est parti vraiment très motivé. Après, on a été sur la réalité du terrain, c'est-à-dire que monter une petite usine, c'est pas si facile que ça dans un pays étranger. On a choisi, plutôt que de prendre un magasin en pleine ville, on a choisi de se mettre en banlieue avec un atelier pour faire du online. La stratégie, dès le début, c'était de faire du online. D'accord. On est en quelle année, là, tu m'as dit? Là, on est en 2013. 2013, ouais, d'accord. OK, donc online déjà bien actif quand même, déjà pas mal de e-commerce? Et quand tu arrives en Corée, tu vois l'industrie online, même il y a même 10 ans, elle était très développée. Tu pouvais tu pouvais recevoir, commander sur Internet de la nourriture et l'avoir le lendemain chez toi. Quand tu arrives de France, il y a 10 ans, quand tu arrivais de France, c'était vraiment une révolution. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est génial, on va faire de la charcuterie pour tous les Coréens et on va envoyer ça depuis notre petite usine sur toute la Corée. Voilà, on a préféré ça, prendre un magasin. On aurait dû le prendre dans un quartier un peu huppé parce que le pouvoir d'achat, enfin, c'est pas ça. Le marché pour la charcuterie, c'est des personnes assez riches qui sont sorties du pays, qui ont voyagé. Donc, on aurait dû avoir un loyer très élevé. Ah, on est en Corée, on est sur des bases de Paris. Magasin très élevé, des coûts très élevés au départ. Donc, on a préféré jouer l'économie et la grandeur, en fait, et puis de voir grand, de voir loin et de prendre le online. Donc voilà, ça c'était les premières années. Le charcutier, au bout d'un an, sa femme a été mutée, donc il a dû partir. Et le chef importateur de vin a dû se reconcentrer sur son business de vin, parce qu'il pouvait pas faire les deux au bout de 2 ans. Donc à partir de la troisième année, ce que j'ai fait, j'ai fait venir des charcutiers tout simplement, des charcutiers bouchers de France. D'accord. Donc ils t'ont cédé tes parts, en fait, tu t'es retrouvé, seul à la tête de la Non, société? non, ils ont gardé. Enfin, il y en a un qui avait très peu de parts et l'autre avait ses parts. Mais après, moi, j'ai réinvesti dans la société. C'est-à-dire que notre premier atelier était trop petit. Donc, au bout de 4 ans, j'ai dû déménager et prendre quelque chose de plus grand. D'accord. Donc, j'ai réinvesti. Ça fait que maintenant, on n'a pas fait d'échange de parts, rien du tout. Mais maintenant, avec le nouvel investissement, j'ai 80% de la société. D'accord. Et comment vous vous faisiez connaître au départ? Donc, puisque vous aviez votre usine, vous vendiez online, comment est-ce que vous faisiez connaître votre marque et vos produits? C'est pour ça que je te dis qu'au début, vraiment, ça a été très vite dans la communauté française, voire étrangère. Mmh. Parce que quand tu es dans un pays étranger et que tu as des personnes qui font soit du fromage, soit de la charcuterie ou du vin, le bouche à oreille fonctionne très bien. Et on faisait on faisait du Facebook, évidemment, à l'époque. Il n'y avait pas Instagram encore, ou très peu, quoi. C'était pas encore le boom d'Insta. Mmh. Et on faisait beaucoup d'events d'expatriés, Ah donc partout, ouais, dans du toutes les villes où networking. tu vas. Voilà, du networking, il y a beaucoup d'events, de kermesse, de journées International Day à l'école, aux écoles internationales et tout. Donc, au début, on visait vraiment la population française et étrangère. Et vite, on s'est fait repérer par les hôtels et restaurants qui cherchaient, eux, des ingrédients, des aliments un peu différents de ce qu'on pouvait trouver. Donc, au fil du temps, rapidement, on s'est retrouvé avec du 50-50 B2C, B2B. D'accord. Le B2B étant du CHR, café, hôtel, restaurant, boulangerie, on va ajouter. OK, et Voilà, qui, eux, commandent en quantité beaucoup plus importante? ça dépend des restaurants, Ça dépend? mais c'est des commandes régulières. Voilà. Ce qui est bien quand tu fais un business, d'avoir des clients variés, en B2C et B2B. Donc le B2C, évidemment, tu leur donnes pas de commission, donc tu as des meilleures marges. B2B, t'as pas les meilleurs prix, mais des commandes régulières. Donc, c'est bien Mmh. d'avoir tout. D'accord. Donc ça, c'est depuis 2013, et ça s'est développé comment le business? Ça a grossi, tu dis, ce marché de la charcuterie. Comment est-ce qu'il a évolué là ces dernières années? Alors, il est parti vraiment coréen. Maintenant, on va dire 8 ans après, j'ai 80% de clients qui sont coréens et 20% de Français étrangers.
D'accord, Donc, si donc tu ça veux, a là, basculé. on a vraiment shifté. On est passé de 20, 80 à 80, 20. Ok. Et ce qui nous a vraiment boosté, ça a commencé il y a 3 ans, tout doucement, mais ça va. C'était les gros sites de vente, les sites de revendeurs, comme Curly et Coupang. Ouais, ouais. Donc les gens ont Donc, commencé à acheter vos produits pour les vendre en grossiste sur Coupang et sur Curly, c'est ça? voilà, nous, on faisait les grossistes. C'est pour ça, c'était l'avantage de faire une usine, d'avoir le statut usine, parce que tu peux faire revendre tes produits, hein. Si tu as une charcuterie, si tu as un magasin, tu es obligé de vendre au consommateur final, Oui. que ce soit un restaurant ou un particulier. Le fait d'avoir cette licence usine, qui est, très, qui est pas si difficile à avoir, mais qui est très difficile à garder, parce que tu as des contrôles, c'est vraiment contraignant. La loi est très stricte en Corée. On fait pas ce qu'on veut, hein. Donc, d'avoir ça a été vraiment un avantage. Ça a été difficile au début, mais ça s'est révélé un choix gagnant sur la fin, parce qu'il y a eu le boom du online, des commandes online depuis 2 ans, notamment sur ces sites-là, les sites où on était, Market Curly et Coupang, qui ont explosé. Et nous, maintenant, tu vois, 8 ans, enfin, il y a 3 ans, maintenant, ça représente 40% du chiffre d'affaires, ces 2 sites. Combien? Pardon, ça, Donc, quand tu ça a été coupé un as peu. Combien tu dis que ça représente? 40%. 40% du chiffre Donc, d'affaires. voilà. Donc, c'est un nouveau distribution qui a apparu il y a 3 ans. Et revendre nos produits sur Internet, sur d'autres sites. Et voilà, quand ça prend 40% de ton chiffre en 3 ans, c'est que c'est pas mal quand même. Oui, tout à fait. On va dire maintenant la répartition, j'ai juste une chose, la Vas-y, vas-y. répartition de nos ventes. Donc, on a 40% via ces sites, on a 40% en CHR, c'est-à-dire hôtel, restaurant, boulangerie, et on a 20% en vente directe sur notre site. Ok. Juste pour bien comprendre sur Coupang et Market Curly, toi, tu vends à des grossistes qui vendent eux-mêmes sur Coupang et Market Curly ensuite, ou alors c'est toi qui vends directement sur Coupang et Market Curly? Non, je vends directement à Marketer et à Coupang. Non, c'est vraiment très bien organisé, hein. Je les livre une fois par semaine. Je dois avoir mon camion, on doit avoir respecté les températures, doit fournir le ticket de contrôle de température du camion. On doit respecter des boîtes, tout un code d'emballage, euh, la nomenclature, les stickers, toutes les informations sur les boîtes. Et on livre ça une fois par semaine dans leur centrale. Et eux, après, le distribuent sur la Corée. Mais sur la marque, ils gardent la marque France Gourmet. Bien sûr, Ok. exactement. Alors, lequel des deux est le plus difficile à gérer, s'il y en a un? Non, tu es obligé de te mettre à un certain niveau, hein. Écoute, c'est des boîtes maintenant qui pèsent, je sais pas combien, c'est très lourd. Donc, ils ont vraiment un système de fonctionnement très carré, hein. C'est coréen, c'est carré, hein. Enfin, c'est carré. Quand tu arrives à un certain niveau, c'est carré. Donc, c'est à nous de nous mettre à leur niveau de qualité. On suit leurs exigences. Euh, non, les deux c'est à peu près la même chose. Ok, C'est à parce peu que près Coupang est beaucoup plus gros, non? Coupang est beaucoup plus gros. Coupang, c'est beaucoup plus général. Ils travaillent sur tout. Ils abordent tu peux tout acheter sur Coupang, hein. Tu peux acheter un t-shirt comme bon, je pense que tu peux acheter des voitures sur Coupang, hein. Tu vois. Oui, donc c'est pour ça on pourrait imaginer que comme ils sont beaucoup plus gros, ils squeezent encore plus sur les marges, voilà, parce qu'ils ont ils Non, peuvent le si tu faire. veux, ça a commencé cette mode. C'est vraiment Curly. Donc, il y avait déjà les grosses marques vendaient en ligne. Ils avaient fait une interface online de leur magasin, de leur supermarché. Et Curly est arrivé, alors je sais plus, il y a 4 ans. J'étais au début avec eux, 3-4 ans. Et ils ont proposé donc du food service. C'était vraiment que de la nourriture. Et leur credo, c'était livraison ultra rapide. C'est-à-dire que tu peux commander le soir chez toi, le matin à 5-6 heures, le colis est devant ta porte, Oui. en livraison la nuit. Et tu pouvais trouver, et c'est pour ça que c'est eux qui sont venus nous chercher,
tu pourrais trouver des aliments que tu ne trouvais pas ailleurs. Donc, ils ont une politique de faire travailler les petits producteurs, Ouais. les produits importés. Vraiment, c'est la nouvelle tendance, si tu veux, c'était vraiment pour satisfaire, et donc là-dessus, ils pouvaient marger. C'était pour vraiment y viser la clientèle aisée de Séoul. Et Curly, c'est que Séoul et Gyeonggi-do, certaines villes de Gyeonggi-do, c'est-à-dire la banlieue de Séoul, on va dire, pour ceux qui nous écoutent. Coupang, c'est toute la Corée. Ils emmènent des activités aux États-Unis, Coupang. D'accord. Donc, on n'est pas du tout sur le même genre même taille de société. Mais donc, la réponse de Coupang ou de Shinsegae ou de tout le monde, de E-Mart, quand ils ont vu Curly, ils ont créé le même système. Parce qu'avant, la livraison, c'était 24 heures. Mais là, si tu veux, Coupang a créé Rocket Fresh. C'est leur service de livraison en une nuit. Et c'est la même chose. Tu commandes le soir, tu as ça le matin à 6 heures devant ta porte. Donc, c'est vraiment Curly qui a initié le mouvement. Ils sont fait, voilà, il y a eu des investissements énormes. Ici, ils disent que c'est chinois, enfin coréano-chinois, mais c'est des millions et des millions de dollars qui ont été investis sur cette société. Et maintenant, ils sont tellement victimes de leur succès qu'ils ont dû enlever tous les produits. Moi, j'ai certains produits, on peut plus trouver sur Curly parce qu'ils m'ont dit désolé, on peut plus vous les prendre, on marche pas assez ou on vend pas assez. Et si tu veux, au début, c'est une structure où tu avais des produits différents. Et maintenant, et comme tout le monde a commandé, et puis les gens commandent des biens de nécessité, avec le Covid, c'était surtout des biens de nécessité. Donc, ils vendent du kimchi, du poulet, de la viande. Donc, ils vont plus chercher le petit fromage français que tu pouvais trouver là-bas. Ouais. Ça fait qu'il n'y a eu pas beaucoup de place. Et ils ont gardé que, moi, j'avais 6 références chez eux, 6 ou 7 références. Et ils m'en ont gardé qu'une. Tu vois, qu'une, parce que c'était la seule qui marchait bien, c'était le jambon. Contrairement à Coupang, où là, j'ai plus d'une dizaine de références. D'accord, mais ça Donc, vous a permis quand même ça t'a permis quand même de lancer la marque et maintenant, tu as des gens qui achetaient avant peut-être sur Coupang ou sur Market Curly qui achètent en direct? voilà, ça nous a permis d'être reconnus comme une société. Si tu veux, quand il y a eu le boom de Curly, tout le monde voulait vendre sur Curly, quoi. Si tu disais, ouais, moi, je vends sur Curly, c'était vraiment que tu étais une société reconnue, quoi. Donc, Ok. et après du coup, c'est Coupang qui est venu nous chercher. Comme ils ont vu qu'on était sur Curly, Coupang est venu nous chercher en disant, voilà, on est en train de créer le même système Rocket Fresh et on veut vos produits. Donc, je sais pas, ok, il n'y a pas de Oui, bien sûr, il n'y avait pas d'exclus. Et donc justement, alors aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi qui voudrait, ce que je veux dire, un particulier qui voudrait acheter de la charcuterie France Gourmet, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète via Coupang ou Curly ou est-ce qu'il vaut mieux que j'achète en direct sur France Gourmet? Bien sûr, directement sur mon site, hein. C'est la phase où on est maintenant. Si tu veux, on a sécurisé un peu les productions parce que quand tout ça est arrivé, surtout Coupang, le volume de Coupang tout de suite, ça a été 2 fois plus que Curly, voire 3. Et je pense encore plus maintenant, quoi. Et on n'arrivait pas à répondre à leurs demandes parce que quand tout de suite, tu as beaucoup plus de… Bon, voilà, leurs clients, c'est 60 millions de personnes, on va dire, c'est la Corée. Oui. Donc, les commandes ont boosté. Donc, au début, on les fournissait à 60-70% de leurs commandes. Et là, depuis quelques mois, depuis le début de l'année, on les fournit à 100%. Donc voilà, si tu veux, chaque mois, chaque trimestre, on développe la société, on s'améliore et on répond au coup pour coup. Donc là-dessus, on a sécurisé les ventes de ces gros distributeurs. On a enlevé les produits qui nous prenaient du temps et qui ne rapportaient pas. Et donc là, on veut se reconcentrer maintenant. On va toujours continuer à travailler avec ces personnes-là, évidemment. On va surtout pas arrêter. Voir s'il y en a d'autres, on va travailler avec eux. Mais essayer de travailler nos ventes directes. Parce que, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, ces gens-là demandent un minimum de 30% de commission. Hein, donc, pour la revente. Bon, après, ça s'explique. Ils ont un super marketing, ils livrent tes produits. Bon, on peut trouver ça élevé, mais c'est la norme. C'est la norme. Et tu sais, les gens se battent déjà pour mettre leurs produits chez eux, hein. Oui, Donc, oui, tout à fait. Et puis surtout, est-ce que tu peux suivre, toi, dans ces engagements de livraison? Est-ce que tu peux livrer le lendemain matin?
Moi, je livre pas non, moi, j'ai le système classique TechPay, je livre en 24 heures. Mhm. Il y a qu'eux qui peuvent, si tu veux, il n'y a pas de. Je travaille avec des prestataires externes de livraison. Il n'y en a aucun encore qui fait une livraison la nuit. On travaille sur des prestataires classiques qui garantissent 24 heures, ce qui est déjà très bien, 24 heures. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Donc, tu auras un choix un peu plus grand, les mêmes prix et une livraison en 24 heures à peu près. Ça va être ça l'offre sur France Gourmet. Voilà. Ah, tu commandes, faut que tu commandes le matin, la veille, et tu as ça le lendemain matin ou dans l'après-midi, enfin l'heure à laquelle le livreur de ton quartier te livre. Et donc, on va développer, on est en train de faire un nouveau site. Voilà, notre site web, si tu veux, c'est ce qu'on veut développer. On veut développer la vente directe. Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, tu n'as pas les 30% de commission, quoi. Donc, si on peut développer, maintenant qu'on a cette base de commandes avec le B2B et les distributeurs online qui nous permettent d'avoir une sécurité financière et permettent de développer de nouveaux produits et de nouvelles stratégies, voilà, on attaque maintenant ce qu'on veut affiner, c'est notre vente directe. Et on doit refaire notre site internet, notre site de vente, parce que maintenant il a 5 ans. Il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans dans le monde du digital. Et on l'avait fait, moi je l'avais fait sur une base un peu française. Toi, si tu veux, j'expliquais en 3 lignes ce que c'était une saucisse, une chipolata ou une Toulouse. Les Coréens, ils ont besoin de 3 pages. Oui, Si tu oui. regardes les sites de vente coréens, pour n'importe quel produit, tu vas avoir, tu peux scroller pendant 10 mètres d'écran si tu veux. Ils vont tout expliquer de A à Z. Parce que c'est des D'accord. clients, c'est des consommateurs qui sont assez difficiles, exigeants. Donc voilà, il faut tout. Et puis, on va pas dire ignorant, mais bon, ils ont besoin qu'on leur explique tout ce qui se passe. Donc là, je suis en train de refaire le site avec pour chaque produit, tu iras faire un tour d'ici à un mois, je pense qu'il va sortir. Il sortira, allez, on va dire mi-mai. Voilà, j'explique tout, comment on fait le saucisson, avec quelle viande, pourquoi on fait ça, des images, comment on peut le manger, des reviews. Bon, vraiment le site vraiment spécifique et en ciblant les Coréens. D'accord. Bah, j'imagine qu'il y aura une grosse annonce pour le lancement du nouveau site, en tout cas auprès de la communauté française. Donc aujourd'hui, France Gourmet, c'est combien de personnes et ça représente quoi à peu près sur des chiffres que tu peux partager? Alors aujourd'hui, on est 10. Avec le design, on est 10. Et l'année dernière, on a fait 800 millions de won de chiffre d'affaires. Donc ça doit correspondre à 600, je ne sais pas en euros, 600 000 euros, 500 000 euros, 600 000 euros de D'accord. chiffre. Et c'est en Donc on est encore, croissance. voilà, on est encore une TPE, c'est très petit. Et donc avec une usine que j'ai pu voir rapidement, qui est située à… À côté de Bundang, donc à 25-30 km de Séoul. D'accord. Voilà, ça fait 300 mètres carrés. C'est un petit atelier, et l'atelier doit faire 200 mètres carrés. D'accord. Donc Et c'est vous, au pas- fait, c'est- oui, pardon, vous livrez sur quelle zone? Vous livrez sur toute la Corée ou pas? toute la Corée. Et tout se fait à partir de Bundang. Voilà. Tous les jours, si tu veux, il y a mon prestataire de service, de livraison, il vient à 4h30. Et puis il emmène tous les colis qu'on a préparés la journée, tout simplement. D'accord, donc 24 heures sur l'ensemble de la Corée. Ouais, voilà. D'accord. Très bien. Oui, donc si on remonte un petit peu en arrière, avant de te lancer dans la charcuterie en Corée, qu'est-ce qui t'a amené en Corée et pourquoi? Alors ça, c'est une vieille histoire, une longue histoire. Donc, à la base, moi, je suis ingénieur en agriculture, en agronomie, et je suis parti en Corée du Nord en 2000 avec une ONG. Je suis resté 1 an. Après, je suis resté 2 ans avec la coopération suisse, toujours en Corée du Nord. C'était une expérience fantastique. Et à mon retour en France, j'avais essayé de me reposer un peu après ces 3 années à Pyongyang. Et c'était un Euh, choix, Pyongyang, ou c'était une opportunité? Comment ça s'est présenté? j'ai vu une offre, je connaissais un petit peu, j'avais entendu des choses sur Pyongyang, et j'ai vu une offre d'emploi, voilà,
pour un project manager sur un projet de développement agricole en Corée du Nord. Je sais pas, c'est une offre qu'on voit pas souvent, je vais répondre. Et donc voilà, c'est mon petit côté aventurier. Et en fait, ça a été une expérience extraordinaire, formidable. On va pas parler de la Corée du Nord maintenant, c'est pas le sujet. Mais c'était vraiment voilà, une expérience marquante de ma vie. Après 3 ans, je suis rentré en France, j'étais un peu fatigué quand même. Et j'ai essayé de faire un petit break. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme, enfin ma future femme, qui était sud-coréenne. Et donc on a discuté, on avait des choses à se dire si tu veux, comme En elle France, hein. était Là, on est en en France. France, elle faisait ses études de français. Et elle arrivait du sud, moi j'arrivais du nord. Au début, elle me croyait pas. Et On est en quelle année là? on était en 2004, 2004. Ouais. 2003, 2004. Voilà. Et donc, il y avait un intérêt commun. Euh, on a commencé à discuter, à sortir ensemble. Et voilà. Après, moi, je suis reparti travailler un peu en Chine. Et à un moment, on s'est dit, bon, on va rentrer, on va aller en Corée, hein. Il y avait des choses à faire en Corée. Donc, on est venu ici, on a regardé ce qu'on pouvait faire. D'accord. Donc, tu arrives en Corée en quelle année? On est arrivé en 2009. 2009. Et tu te lances dans quoi à l'époque? Busan, il y avait la société, sa mère importait des produits dentaires, prothèses dentaires. Euh, donc, il y avait la société, sa mère était toute seule, son père était décédé. Donc, elle avait un peu de mal à gérer la société toute seule. Donc, on a repris la société euh, de sa mère de prothésistes dentaires. Moi, au bout de, au bout d'un an ou voire 2 ans, que l'import de produits dentaires, c'était pas du tout mon truc. J'avais besoin de toucher je suis agro, hein, j'ai besoin de toucher de la matière. Donc voilà, j'ai décidé de faire du fromage parce que c'est ce qui me manquait. Je faisais un peu aussi de charcuterie, un peu de rillettes et tout ça, mais je voyais bien que le fromage, ça pouvait être une opportunité en Corée. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait mon fromage, j'ai commencé un projet qui m'a amené à Séoul. Mais tu t'y connaissais en fromage? Parce que moi, je pourrais pas me mettre à faire du fromage comme ça du jour au lendemain. J'avais des connaissances, bon, j'avais des connaissances basiques euh, à ma formation. Dans mes projets que j'avais fait en Corée du Nord, j'avais monté des petites fromageries pour les Coréens, enfin yaourteries, fromageries, si tu veux, parce qu'ils ont beaucoup de chèvres là-bas, mais ils n'ont aucun moyen de garder le lait. Ils traient leurs chèvres l'été et le lait, il reste 2 jours et après il pourrit. Donc on faisait transformer en yaourt ou en fromage pour augmenter la conservation. Donc j'avais une petite connaissance en fromage et j'avais fait une petite formation en France d'une semaine pour m'améliorer. Et j'étais parti voilà, pour faire du fromage de chèvre en Corée du Sud. Et c'est comme ça que j'ai rencontré donc ce qui va être mes futurs partenaires. euh, parce que j'avais du fromage, ils avaient de la charcuterie. Et on est parti comme ça. Et donc là, on en arrive à France Gourmet, effectivement, que vous avez monté ensemble après à partir du fromage. Donc, d'accord. Euh, la Corée aujourd'hui, pour les entrepreneurs, pour un entrepreneur comme toi qui veut se lancer dans du physique, en plus, dans de l'usine, etc., plutôt une terre d'opportunité, plutôt une terre de challenge. Et pourquoi? Ouais, du gros challenge. Du gros challenge parce que c'est une culture qui est complètement, bon, voilà, elle est complètement différente de la tienne. T'es en Asie du Nord-Est. C'est vraiment un mode de pensée qui est différent. Bon, tout simplement, tu arrives dans un pays, tu parles pas la langue, tu penses pas comme eux, tu n'achètes pas comme eux. Hein, ils ont vraiment un mode de consommation qui leur est propre. Donc, il faut vraiment que tu aies une bonne connaissance du marché et il faut vraiment que tu aies des aides surtout. Hein, comme en Chine, on dit beaucoup, si tu veux faire du business, il te faut des guanxi. Bon, en Corée, on n'est pas, la Corée, c'est pas si loin pas si loin de la Chine, hein. Et ouais, il faut vraiment que tu cibles bien ton marché. Et comme dans tous les business,
Le plus important, c'est pas tes produits. Le plus important, c'est ton marché. Tu peux faire les meilleurs produits du monde ou les produits les plus intéressants. Si tu n'as personne pour l'acheter, c'est mort. Donc voilà, il faut bien connaître son marché. Si tu arrives ici, bien maîtriser son projet, son domaine, et surtout avoir des personnes sur qui tu peux compter. Hein, avoir des partenaires, un partenaire, ça suffit. Un partenaire qui peut t'aider dans toutes tes démarches, déjà démarches administratives. Hein, je te vois mal arriver de France comme ça, puis aller monter une société tout seul en Corée. Donc, tu as besoin vraiment de quelqu'un. Donc toi, c'est ta femme qui t'a aidé ou tu as fait appel à un partenaire? Moi, c'est ma femme qui m'a aidé. Comme beaucoup de personnes ici, hein, j'ai la chance d'avoir une femme un peu working girl. Donc, c'était de famille, ça. Euh, elle m'a beaucoup aidé. Ils ont le sens, tu sais, c'est des Asiatiques du Nord, ils ont, ou même du Sud, hein, Asiatiques, ils ont le sens de l'entrepreneuriat. Hein. Il y a pas de RTT ici, il n'y a pas de, tu vois, les avancées sociales que tu les as pas ici. La retraite, c'est presque rien. Donc, tout ça fait que en Asie, tu as vraiment le sens de l'entrepreneuriat. Et D'accord. ça, c'est super. Ok. C'est Parce qu'on super. pourrait se dire qu'il y a plein de produits encore français qui ne sont pas ou peu présents ici et donc qui sont des opportunités d'importation. Alors, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il y a encore plein de choses à faire. Bon, je parlais avec une personne qui est dans l'import de nourriture. Il m'a dit toutes les plus grandes marques sont bientôt là, sont presque là. Hein. Mais il y a encore on va dire toutes les moyennes entreprises françaises, il y a encore plein de choses à faire. C'est énorme. Surtout que maintenant, on est à un tournant où les Coréens veulent vraiment des produits étrangers. Hein. Parce qu'ils Il y voyagent a plus ou parce qu'ils sont exposés à ces produits ou quoi? la société évolue. C'est un pays qui est très conservateur, surtout au niveau gastronomique. Hein. Si tu prends les gens, les hommes de 40, 50, 60 ans, ils vont pas manger du fromage ou du saucisson. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur tenjang. Enfin, c'est vraiment leur nourriture coréenne. Mais là, depuis, on va dire, les jeunes 30, 35 ans, 40 ans, surtout les femmes, elles voyagent, elles regardent via Internet, elles voient bien les tendances, la romance française et italienne. Tout ça, ça fait rêver. Et la nourriture, c'est très important encore en Corée, si tu veux. C'est quand les gens sortent, c'est pour manger, c'est pour se rencontrer, on va au restaurant. Donc, c'est pas forcément en France, ce serait plus un café ou un apéritif ou tout. Ici, c'est manger. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Ils ont plein de goûts à découvrir. Là, on est très surpris. Là, on fait un carton avec le jambon, par exemple. Parce qu'ils ont découvert le jambon artisanal il y a quelques années. On a été les premiers à faire du jambon. Ce qu'ils avaient, eux, c'était du genre jambon, du genre corned beef, tu vois. Enfin, ça, c'est du bœuf, mais du jambon en canne, hein, ce qu'on appelle du Oui, spam, oui. là, le jambon américain, qui serait un peu de notre pâté ENAF, si tu veux, comme notre jambon ENAF en, en canette. Et ils ont découvert le jambon, le vrai jambon, ce qu'on appelle un vrai jambon, un jambon cuit. Et là, ça fait un carton, ça fait un carton. Le jambon beurre, en plus, il y a une artiste ou quelques artistes, là, des comédiennes qui se sont fait un jambon beurre sur Instagram. Mais c'est maintenant parce que toutes les boulangeries vendent un jambon beurre. D'accord, oui. Il y a Donc eu il faut un petit peu de il y a eu- chance aussi, un peu d'opportunité. Mais justement, ouais. juste pour finir avec ça, il y a eu la mode du pain. Il y a un moment, il y a 2-3 ans, il y a eu la mode du beurre. Ça fonctionne par mode si tu veux, ils lancent les produits comme ça. Quelqu'un a dit que manger beaucoup de beurre, ça faisait maigrir. Donc, si tu veux, le prix du beurre a presque doublé. Et on trouve pendant plusieurs mois, on n'a pas trouvé de beurre. C'était hallucinant. Et donc là, ce sandwich du jambon beurre, et après, ils ont découvert la charcuterie. Donc, tu avais toutes les nouveautés. Et ça fait vraiment un succès, ça. D'accord. Oui, donc tu disais, il y a des opportunités, mais il faut connaître le marché, il faut être aidé. Concrètement, toi, le fait d'être marié à une Coréenne t'a beaucoup aidé pour le visa aussi, j'imagine. Est-ce que tu penses que tu te serais lancé là-dedans si tu n'étais pas marié? Et est-ce que tu penses que tu serais allé aussi loin? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non.
Bien Pourquoi? sûr que non. Déjà, la Corée, est-ce que pas marié, est-ce que je serais resté en Corée? Tu vois, la Corée, c'est pas un pays facile, hein. C'est pas les vacances, hein. T'es en Asie du Nord-Est, hein. C'est pas des gens du Sud, des gens du Nord. C'est pas forcément très accueillant, même s'il y a le sourire de façade. Derrière, après, c'est chacun pour soi. C'est comme en Chine, hein. Donc, ouais, ça fait 20 ans que je voyage en Asie, si tu veux. Je travaille en Asie. C'est pas, non, non, tu viens pas. Je connais très peu. Il y en a, hein, il y en a, hein, et il y en a qui réussissent, hein, de personnes qui sont venues en seul ou en couple. Il y a des Français qui sont venus pour faire du business en Corée. C'est très rare, très rare. Mais il y en a. D'accord. Il y en a. Donc, tu veux dire, en général, ce sont plutôt des gens qui sont mariés avec un Coréen ou une Coréenne et qui restent ici parce qu'ils ont des attachements familiaux? Voilà. D'accord. Mais sur le plan du boulot lui-même, est-ce que pareil, ça aide beaucoup et ça sera handicapant? Parce qu'on pourrait imaginer, on va trouver des partenaires, des avocats, etc. Non, non, maintenant, il y a tout un réseau qui s'est monté d'entrepreneurs étrangers. Euh, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Donc, D'accord. il faut juste que tu aies quelqu'un sur qui compter, une personne honnête qui peut t'aider pour faire toutes les démarches administratives, t'aider pour le marketing et tout. Enfin, après, tu développes ta boîte si tu veux, comme une boîte. Mais il faut que tu aies des personnes de confiance, hein, qui Oui, peuvent t'aider parce que tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas dans ton environnement. ouais, c'est clair. Et tu peux avoir des très bonnes idées et très bien cibler la population, hein. Pas de souci pour ça. OK. Merci. Pour terminer, quelques questions un peu plus personnelles, peut-être sur la vie en Corée, de la vue de la part de quelqu'un qui est depuis longtemps. S'il y avait un truc à retenir que tu apprécies particulièrement et qui te manquerait si tu devais quitter le pays, ce serait quoi? Je pense là, il y a deux choses qui sont très bien ici en Corée. C'est la qualité des services. La qualité des services, si tu veux, c'est des gens, donc, comme je t'ai dit, hein, plusieurs fois, c'est des gens très exigeants. Euh, ils ont une qualité de service extraordinaire. Extraordinaire. Surtout quand tu arrives de France. Tu sais, ils sont très efficaces dans l'administration. Alors, des fois, on peut les critiquer, mais si tu compares à la France, je vais te donner un exemple. C'était Oui, dans nos débuts en société d'import dentaire avec ma femme. Ils avaient un vieux fournisseur d'internet, enfin pas un vieux, fournisseur d'internet. Il y avait il y avait des offres pour des choses plus intéressantes, plus efficaces, plus rapides. On a résilié le contrat avec le fournisseur d'internet le matin. Ça a pris, ils sont venus, ils ont arrêté, ça a pris quelques heures. Et on a appelé le nouveau fournisseur et il est venu installer la ligne en quelques heures. ok. Ça fait qu'on a changé de fournisseur Internet en même pas 8 heures dans la journée. Ouais. T'imagines ça en France? Non, Non. non, bien sûr que non. En France, pour réguler ton contrat, ça te prend 3 semaines minimum. Et bon, à l'époque, hein, ça fait longtemps que je ne vis plus en France, mais avant même, c'était pire. Et tu fais venir t'appelles ton nouveau fournisseur pour prendre, il te remet 3 semaines minimum pour faire venir la ligne, quoi. Donc Oui, là, oui, c'était c'est fait dans clair, la. ça ne se fera pas dans la journée. Ouais. Et, et, presque tout est comme ça, quoi. Tout est comme ça. Ouais, le service est C'est, rapide. Et est-ce qu'il est efficace aussi? le service est rapide et efficace. Efficace aussi. Ok. Pour les services de livraison, bon, il peut y avoir des ratés, évidemment, mais tu peux faire partir n'importe quoi de chez toi, de ta société, de tout. Ça arrivera le lendemain, n'importe où en Corée. Donc, Ouais. moins de 24 heures. Et pour ça, tu payes 3000 won, un peu plus de 2 euros, hein. Le niveau de vie est presque comparable les gens gagnent, voilà, à Séoul, les gens gagnent, le salaire médian, ça doit être 2 000 à 3 000 euros, hein. C'est pareil qu'à Paris, hein. Ouais. Donc, Ouais. donc voilà, au niveau santé, tu dois faire, par exemple, tu as des visites obligatoires pour ta santé à faire tous les ans, parce qu'ils sont simplement aperçus que dépister les maladies, ça coûtait moins cher que de les traiter, hein.
Donc, tu vas tous les ans, tu dois aller faire tes tests. Alors, évidemment, tu prends ta prise de sang, tu as l'impression d'être à un comptoir de banque, si tu veux. Tu as 3 infirmières côte à côte et tu es en train de faire. Voilà, tu as une personne qui prend ton sang et tu as une personne qui est à 2-3 mètres de toi, tu as juste séparé par un plexiglas. Mais voilà, c'est efficace. C'est Ah, efficace. t'es obligé, je savais pas ça. Tous les ans, tu es obligé de faire un test médical. Tout le Quand monde. tu travailles, tous les ans, tu es obligé de faire un test médical. Et Via le travail, d'accord. voilà. Et c'est tout, hein. T'as examen du cœur, prise de sang, les dents. Tous les 3 ans, tu dois faire même tes intestins pour dépister les cancers Enfin voilà, c'est de l'estomac, non, mais c'est hallucinant. C'est Et tout ça, hallucinant. c'est pris en charge ou c'est toi qui dois le payer? En charge, évidemment. Alors, tu as une sécurité sociale qui est moins forte que celle qui est en France. Ouais, Donc, tu payes un petit peu. Mais voilà, ça va te coûter 10 euros, quelque chose comme ça. ok. Voilà, tu as quand même des choses qui sont extraordinaires, faciles à mettre en place. On pourrait le faire en France, ça, si tu veux. Hein. Et en France, je pense que on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tu as des lobbies et du pharma qui est un peu plus puissant qu'ici, quoi. Si j'ai bien compris, il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Et à l'inverse, oui, justement, le truc que tu n'apprécies pas du tout, qui te donne presque envie de quitter le pays Il y a immédiatement. encore, il y a encore une chose qui est très agréable ici, et tu t'en rends pas compte tout de suite, en fait, c'est la sécurité. Tu as très peu, voire pas du tout, d'agression physique, verbale, de vol. Tu n'as pas de vol encore, et tu as très peu de vol. Oui, oui. Tu n'as pas de dégradation, tu n'as pas de voiture volée. Ça, c'est presque une île, donc tu peux j'ai déjà laissé les clés sur ma voiture, la voiture ouverte. Ils ont fait un tour, ils ont fait un test dans le métro de Séoul où ils oubliaient un sac avec dedans, il y avait une boîte qui pourrait ressembler à un cadeau et un bouquet de fleurs. Donc voilà, tu pouvais penser que c'était un sac où il y avait quelque chose de valeur. Le taux de réponse, c'est-à-dire des gens ont récupéré le sac et l'ont amené aux objets trouvés du métro, ça devait être presque 90%. Ouais. 90% ou 80% des sacs sont retournés. Imagine ça en France? Non, t'imagines pas ça en France. Non, non, il y a d'autres pays d'Asie du Sud-Est où c'est un peu comme ça, mais effectivement, ouais, c'est sûr que la sécurité, c'est un point fort. Ouais. Et un point fort, les enfants, tu vois les enfants qui rentrent chez eux. Bon voilà, donc la sécurité, quand tu as ce confort-là, quand tu sais que, voilà, ça m'est déjà arrivé de laisser mon portefeuille plusieurs minutes sur un comptoir, soit d'une banque, soit d'un supermarché, d'un magasin. Bon voilà, tu retrouves tout. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Oui, donc je disais, à l'inverse, c'est un truc qui te plaît pas du tout et qui te donnerait envie de quitter le pays immédiatement. Voilà, c'est enfin, la haute densité. La haute densité. De population. C'est-à-dire, voilà, t'es français, t'aimes bien la nature, t'aimes bien te retrouver seul à la campagne, marcher dans la forêt. Ici, c'est très dur, hein. C'est le territoire, je pense qu'il est 3 ou 4 fois plus petit que la France. Et il y a presque autant on doit être pas loin des 60 millions là, en Corée. Euh, et il y a plein de montagnes. Donc ça fait que tu as une densité de personnes qui est dur à supporter, hein, quand tu arrives de France, ça faut le dire. Voilà, tout ce qui est loisirs, en fait, c'est un pays qui est fait pour travailler. Hein, c'est pour ça que je te dis que c'est un pays qui est fait pour travailler. Les loisirs, en plus, les loisirs, ils découvrent. Hein, maintenant, ils découvrent. Mais voilà, ils sont trop, il y a plein de monde, quoi. Dans ce petit territoire. Si tu veux, chaque année, tu as les cerisiers qui fleurissent, hein, ce qu'on appelle Sakura au Japon, là. Et ça, si à la radio, ils disent qu'à cet endroit, il y a beaucoup de cerisiers, tu auras un bouchon d'1 heure pour y aller, si tu veux. La même chose à l'automne pour les feuilles d'érable, tu as toutes les forêts d'érable qui deviennent rouges. Donc ça, c'est magnifique d'aller se promener dans ces montagnes et tout ça. Mais dans les lieux connus, tu as l'impression d'être dans un supermarché, si tu veux. C'est plus à la montagne. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est dur à gérer. Les bouchons qui vont avec. Tout le côté voilà, urbain, béton, pollution, densité de population. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus dur, surtout que j'ai 3 enfants.
Et des fois, je pense, tu vois, je me dis franchement que pour leur futur, pour leur vie, ce serait mieux que je sois pas là, quoi. Après, bon, voilà, retrouver, quand t'as un boulot, un travail qui commence à bien marcher et tout, donc après, c'est des choix très personnels. J'y réfléchis. D'accord. Oui, puis la force du e-commerce justement coréen, elle est peut-être là aussi, c'est-à-dire une forte population. Moi, j'étais resté à 52 millions, mais effectivement, c'est entre 50, 52, 55, quelque chose comme ça. Et une densité qui fait que tu peux livrer tout le monde en 24 heures. C'est peut-être pour ça aussi. Peut-être pour ça aussi, ouais, c'est plus petit. C'est plus petit, c'est peut-être l'origine du dynamisme de la Corée, cette concentration. Mhm. Donc rien n'est blanc, rien n'est noir, hein. Tu as toujours le revers de la médaille, hein, c'est comme ça. C'est clair. Euh, voilà, c'est un choix. Euh, bon, je dis pas que je vais rester là. Non, c'est sûr que je vais pas rester là toute ma vie, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'accord. OK. Très bien. Eh bien, écoute, juste pour terminer, est-ce que tu as un projet, un annoncement, quelque chose que tu veux partager? Pour l'instant, écoute, j'ai pas parlé du service traiteur. Alors, vite fait une petite aparté sur le service traiteur. Comme on avait des produits bien différents quand même, hein, dès le début, on nous a demandé de faire du service traiteur avec ces produits de charcuterie, Oui. notamment l'ambassade de France. Donc, en parallèle de ces produits de charcuterie, on a développé ce service. Ça a marché tout de suite. Enfin, on s'est fait connaître dans la population étrangère et française très vite. Et on travaille beaucoup avec les ambassades, ambassade de France, l'Union européenne, Belgique, Irlande. Donc, on fournit un service traiteur. Et juste avant le Covid, donc on a fait les Jeux Olympiques quand même. On a fait le Club France des Jeux Olympiques de Ah oui. Pyeongchang en 2018. Ouais, 18. Donc, c'est nous qui avons animé le Club France. Super expérience. On a fait quoi, plus de 300 repas par jour pendant un mois avec les Paralympiques. Donc, ça s'est bien développé. Je voulais vraiment créer, on faisait ça dans la même société. Je voulais créer une entité différente. Et on a appelé ça France Catering, hein, voilà, c'était France Gourmet. On a fait le petit bébé France Catering. Et le Covid. Et le Covid, donc on a mis tout à l'arrêt. Mais ça devrait repartir après le Covid, quoi. Donc D'accord. société, bon, c'est la suite logique un peu d'une boîte de charcuterie en développement, c'est de faire du traiteur, quoi. Ouais. Donc là, les clients, ça va être des organisations, des hôtels. Est-ce que vous vous adressez aussi aux particuliers qui font des mariages ou des célébrations particulières ou pas? Exactement, on a commencé à faire les mariages. On en a un le mois prochain. Les clients, c'est surtout voilà, des sociétés, organisations, institutions, associations, particuliers pour des événements. On va pas faire genre chef à domicile où tu fais un repas où il y a 3 personnes ou 6 personnes. Ouais. Ça prend trop de temps, ça. C'est beaucoup trop de travail. Euh, donc voilà. OK. Très bien. Et donc, le nouveau site qui arrive bientôt, tu m'as dit, Dans un mois, le site sera toujours francegourmet.kr. francegourmet.fr. Ça marche. Eh bien, écoute, Romuald, merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage d'expérience. Et puis, à très bientôt, online d'abord, et puis dans la vraie vie quand on pourra. Très bien. Merci à toi et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!